Bonjour, merci d'être avec moi pour découvrir un livre. Et le livre que je vous propose de découvrir ou de redécouvrir, si vous l'avez déjà lu, est un livre de Fred Pochet qui s'intitule A-t-on encore le droit d'être fragile? A-t-on encore le droit d'être fragile? Alors c'est un livre d'entretien avec Francesca Piolo. Fred Pochet et Francesca Piolo, tous deux sont philosophes. Ça a été édité aux Chroniques sociales. Alors pourquoi je voulais vous parler de ce livre? Parce que la question qu'il pose me paraît intéressante. A-t-on encore le droit d'être fragile? C'est une très bonne question. D'autant que le système dans lequel nous nous trouvons, nous, que j'appelle souvent le système néolibéral, déclare être engagé dans une guerre totale, économique et mondiale, et que ça exige forcément de l'homme dans une guerre, de l'homme ou de la femme, qu'il soit un soldat, un compétiteur, qu'il soit doué pour la performance, qu'il soit engagé et même prêt au sacrifice. Et on sait ce que ça veut dire en termes de maladies ou de souffrances liées au travail, ou quelquefois de suicide, etc. Donc ce qui veut dire que la fragilité n'a pas de place dans une guerre, évidemment. On n'en voit pas au front des hommes ou des femmes fragiles. Et donc la fragilité a un lieu, toutefois. Alors, ces lieux sont diversifiés. La fragilité se retrouve dans les banlieues, le lieu du bannissement. La fragilité se retrouve sous les cartons en hiver que les non-fragiles contournent pudiquement. Et puis pour les mieux lotis, la fragilité se retrouve à Pôle emploi ou auprès des institutions de solidarité qui fonctionnent encore. Alors évidemment, quand on regarde le monde tel qu'il est, et tel que je viens de le décrire, mais je ne pense pas être loin de la réalité, a-t-on encore le droit d'être fragile? Alors je ne sais pas si c'est une question de droit, en tout état de cause. La fragilité fait l'objet d'un ostracisme et est rejetée à la marge, voire même dissimulée si c'est possible, voire même accusée et dénoncée. Alors, Fred Pochet commence par une sorte de définition de la fragilité, et il cite, et ce n'est pas lui qui la donne, il cite un sociologue qui s'appelle Alain Ehrenberg, et qui dit la chose suivante de la fragilité: la fragilité, c'est une fatigue d'être soi. Alors, Fred Pochet va essayer d'identifier quelques causes à la fragilité, ou ce qui rend encore plus fragile, même s'il semble que Fred Pochet nous dise que la fragilité est intrinsèque, mais qu'il y a des fragilités qui ne posent pas de problème dans une société où le collectif existe, et qui posent des problèmes dès lors que ce collectif est dissous. Alors, il fait d'abord un constat par rapport à la construction d'une identité. Il commence et dit dans la construction de nos identités, en fait, il y a une évolution. Et il ne juge pas s'il y a des biens ou des mal. Il dit simplement qu'il y a une évolution. Et dans ce rapport à l'identité, il en situe plusieurs catégories, si je puis dire. Par exemple, l'identité sexuelle. Fred Pochet dit, il y a 50-60 ans, un homme savait ce qu'était un comportement attendu d'un homme, et une femme savait ce qu'était le comportement attendu d'une femme et sa place dans la société. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'il y a eu des évolutions dans les places respectives de l'un et de l'autre, et qu'évidemment, ces évolutions-là brouille les frontières traditionnelles, si je puis dire, et donc, pour l'un comme pour l'autre, il y a une sorte de tentative de reconstruction par rapport à des positionnements nouveaux qui sont difficilement définissables ou détectables. Il parle aussi d'une identité qui se construit sur les croyances. Là encore, il y a 60 ans, 70 ans, je ne peux pas vous donner la date exacte, eh bien, nos croyances, ou la construction d'une identité par rapport à nos croyances, était par rapport à des traditions de croyances, n'est-ce pas, par rapport aux grandes religions, par exemple, qui étaient ritualisées, intégrées dans les rythmes de vie, j'allais dire, de nos communautés. Et puis tout ça a beaucoup évolué,
La notion même de tradition s'est un peu évaporée, même si on continue pour certains à se marier à l'église ou à baptiser ses enfants, mais il reste que le symbole devient vide, forcément. Et donc, Fred Pochet dit, les croyants marchent au mélange aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte de, on essaie de puiser quelque chose dans l'ensemble de la littérature, ou l'ensemble des mouvements, ou l'ensemble des ésotérismes qui se baladent à droite à gauche, et on essaie de s'en faire une religion, si on peut le dire comme ça. Mais il y a une sorte de difficulté évidemment à se construire. Pourquoi? Parce que là encore, les nouvelles possibilités sont mouvantes, elles ne sont pas issues d'une tradition, une sorte de syncrétisme en fait. Et donc la construction d'une identité par rapport à la croyance est plus complexe en tous les cas. Il parle aussi, Fred Pochet, de l'identité de classe, j'entends par là de classe sociale. Effectivement, rappelez-vous de la force et de la puissance, de l'évocation même de la classe ouvrière, ce qu'elle voulait dire. Aujourd'hui, même si dans la réalité les classes existent toujours, et que Warren Buffett y a fait allusion en disant qu'il y avait toujours une lutte de classe et que c'est les riches qui allaient l'emporter, mais il n'empêche que, peut-être que Warren Buffett a la conscience de la classe dans laquelle il appartient, mais il n'empêche que le reste, si vous voulez, la classe ouvrière s'étant diluée, pour des raisons qu'on n'exposera pas ici, eh bien, les sentiments d'appartenance à la classe se sont évaporés. En tous les cas, se sont évaporés. Et donc, la construction par rapport à la classe, je suis fils d'ouvrier, je suis fils d'employé, je suis fils d'agriculteur, etc. Tout ça, cette construction-là est difficile aujourd'hui parce que les classes ne sont plus aussi bien identifiées qu'elles l'étaient avant, et d'ailleurs, les classes ne revendiquent plus d'être des classes. Il y avait aussi ce que Fred Pochet appelle une sorte d'identité idéologique. Rappelez-vous, dans les années 60, il y avait un tas d'utopies, ou un tas d'idéologies, comme vous le voulez, maoïste, trotskiste, situationniste, enfin bref, je ne vais pas tous communistes, je ne vais pas tous les citer, il y en avait. Et donc il y avait un rapport à l'idéologie qui était de l'ordre de la logique, du rationnel, du débat et de l'argument, et nous pouvions nous identifier en fonction de notre appartenance à la capacité d'argumenter et de justifier notre appartenance. Aujourd'hui, les idéologies ayant disparu, sauf évidemment celles qui dominent, eh bien, d'ailleurs vous le constatez dans le langage, on est plutôt dans le registre de l'émotion que dans le registre de l'argument. Ce qui n'est pas, à vrai dire, une possibilité de construction de l'émotion. Il ajoute, Fred Pochet, en plus, qu'il y a aussi une difficulté liée à la construction de l'adulte. Il fait un rapide topo anthropologique dans son livre pour dire qu'en fait, on était adulte dans les années 40 ou avant-guerre, ou dans l'immédiate après-guerre, on était adulte à partir de 30, 40 ans, etc. Et puis, on était un adulte fini. Dans les années 70, on était un adulte en devenir, et maintenant, dans notre époque, on est un adulte immature. Et donc, comment se construire quand l'adulte n'est pas mature? Comment se construire? Autre chose qui perturbe beaucoup la construction d'identité, dit-il, c'est le fait que nous vivons en présent, que le temps exclusivement conjugable aujourd'hui, c'est le présent, et qu'en plus ce présent est clos, et s'y ajoute dans ce présent une urgence. Alors pourquoi dit-il que le présent est clos? Eh bien parce qu'il n'y a pas de champ ouvert sur le passé ou sur le futur. Donc quelque chose qui n'est pas ouvert est clos. Et donc pour toutes ces raisons-là, il se passe quelque chose. Et cette chose est la suivante, ce phénomène est le suivant, puisque je ne peux plus me construire, ou je n'ai plus d'éléments de construction de mon identité, alors je me réfugie chez moi, dans ma sphère privée, en pensant que c'est là que je vais trouver les ressources pour tenir debout. Et c'est là, en fait, que la fragilité apparaît. Non pas qu'elle n'était pas là avant, mais elle apparaît là nettement parce qu'il n'y a plus que ça. Je ne peux plus confier ma fragilité comme c'était le cas dans des collectifs, dans les luttes sociales par exemple, n'est-ce pas? On confiait
ses souffrances et donc sa fragilité dans un collectif de lutte, dans un collectif religieux, etc. Ceci n'est plus possible. D'ailleurs, les termes utilisés à l'époque, souvenez-vous, c'était ma fragilité ou ma souffrance est due plutôt, à l'exploitation, à l'oppression, etc., etc. Et il y avait des collectifs aujourd'hui qui étaient capables d'accueillir cette souffrance-là, de l'expliquer avec des causes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, c'est pas le problème, de l'expliquer avec des causes. Et donc on était admis dans ces collectifs-là, dans ces collectivités-là, comme un être fragile. Et d'ailleurs, on y rencontrait une autre fragilité qui était celle de l'autre. Aujourd'hui, si vous regardez bien, quand on étudie la souffrance sociale, ça ne prend pas les mêmes mots. Ce n'est pas l'exploitation ou l'oppression, c'est le harcèlement moral, c'est la souffrance sociale, c'est la souffrance au travail, etc., etc. C'est-à-dire qu'on désigne des situations qui ont l'air de n'avoir comme cause que le sort, ou le mauvais sort. Il n'y a plus de collectif à qui confier cette fragilité qui nous est faite, pour la raison qu'on indiquait tout à l'heure. C'est parce qu'on est seul dans ce harcèlement moral, dans cette souffrance sociale, ou dans cette souffrance au travail. Et peut-être que le recours serait individuel, c'est-à-dire le coach, le psy, la voyante, enfin bref. Et donc, il n'y a plus de lieu où je dépose ma fragilité. En fait, c'est un peu l'idée, je crois, que j'ai retenue en tous les cas de ce livre. Alors, avec cette fragilité-là, il y a un sentiment qui naît, évidemment. C'est le sentiment qu'on n'a plus aucune prise sur notre vie et sur notre destin. Qu'il n'y a plus de construction possible de notre destin parce que nous n'avons plus les lieux où se réfugier, ou exposer, ou donner la charge de notre fragilité. Alors, est-ce que, vous savez, il y a une phrase qui sort aujourd'hui souvent, qui est il n'y a plus de repères, il n'y a plus de valeurs, etc., etc. Alors, le Fred Pochet dit, mais il n'y a jamais eu autant de valeurs, de repères qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a même le supermarché du repère. Le repère par les marques, le repère par le jeu ou la marque du jeu, le repère par la... Bon bref, il y a 250 000 repères, alors j'exagère parce que je ne les ai pas comptés, mais les écrans vomissent des repères. Et quand on dit par exemple que les jeunes ont perdu les repères, pas du tout, dit Fred Pochet, en fait ils en ont créé d'autres. Donc c'est pas le manque de repères en fait qui crée cette exposition de la fragilité au monde violent. Et il dit, il faut peut-être revenir à la source des choses, dans le fond, et reconsidérer la fragilité comme elle est, et regarder finalement ce qu'elle est. D'abord, la fragilité est universelle. Si je suis fragile, l'autre l'est aussi. Et donc, reconnaître la fragilité de l'autre comme inhérente à ce qu'il est, c'est déjà accepter la sienne. En d'autres termes, il est en train de dire, Fred Pochet, que la première chose peut-être qu'on peut reconnaître, c'est pas la force, l'habileté, la puissance, la virilité, la volonté, et toutes ces choses qui masquent la fragilité, ou qui tentent de la compenser, c'est de regarder chez l'autre cette chose identique qu'est la fragilité. Peut-être aborder le monde des hommes par leur fragilité. Et d'ailleurs, il dit que, et c'est très juste, me semble-t-il, je l'ai noté la phrase, je vais vous la citer, parce qu'elle est à mon avis très très juste. On mesure les progrès d'une société à partir de ce qu'elle fait de la fragilité. On mesure les progrès d'une société à partir de ce qu'elle fait de la fragilité. Et il y a quelque chose quand on utilise le terme fragilité, qui nous saute aux yeux, ou à l'esprit en tous les cas, qui est par exemple la fragilité des choses en général. L'amour est fragile. La paix est fragile. Le lien social est fragile. La démocratie est fragile. On sait de quoi on parle ces temps-ci. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on constate
que la fragilité est intrinsèque à l'homme et à l'œuvre humaine. Qu'est-ce qui se passe? Alors il dit qu'il y a une force dans la fragilité, Fred Pochet dit ça, et il dit maintenant il va falloir exposer sa fragilité, il va falloir risquer sa fragilité. Et il dit une chose très juste, il faut regarder l'autre comme ma sœur ou mon frère en fragilité. C'est par elle et par lui que je vais grandir en humanité. Et donc la fonction des solidarités, là où je peux confier ma fragilité, on parlait tout à l'heure des lieux où on peut exposer sa fragilité, les lieux collectifs qui manquent aujourd'hui, eh bien c'est la fonction de la solidarité d'assembler les fragilités pour en faire une force. Et Fred Pochet cite cet exemple intéressant, il dit j'ai eu une expérience formidable, et ça ajoutera une deuxième caractéristique dans ce collectif où on peut confier sa fragilité. Il dit quand je suis arrivé dans un pays étranger, je ne sais plus lequel, il ne parlait pas du tout la langue, il fallait qu'il change de quai pour changer de train dans un pays où vous ne parlez pas la langue, vous ne pouvez pas lire les panneaux parce qu'ils ne sont pas dans votre langue. Il dit, vous n'avez qu'une chose à faire. Ah, vous comprenez conscience de la fragilité extrême dans laquelle vous vous trouvez, évidemment relative, mais quand même. Et puis la deuxième chose que vous devez faire, c'est faire confiance à ceux à qui vous allez demander, avec des signes, des gestes, en tous les cas, en comptant sur l'aide qu'ils vont pouvoir vous apporter. Et c'est probablement la caractéristique des collectifs dans lesquels on pouvait confier sa fragilité. C'est une des qualités de ces collectifs-là, c'est la confiance. Je peux m'afficher fragile, ces collectifs-là n'existent plus parce que le bon vieil rapport de force prend toujours le dessus. Alors, pour conclure, Fred Pochet propose ce qu'il appelle une politique de la fragilité, et je vais vous lire juste pour lui ce que c'est une politique de la fragilité. J'ai ça dans ce petit livre-là. Voilà, je vous le lis. L'essentiel d'une existence humaine personnelle et collective se tient dans la fragilité. L'amour, la beauté, la démocratie, la nature, la paix, la vie. Plutôt que de penser nos sociétés à partir des performances techniques, de la course en avant, du désir de devenir ou demeurer les premiers, nous devrions juger les progrès d'une société à partir de ce qui respecte et promeut la fragilité. Pour l'individu comme pour la société, il semble nécessaire de chercher un équilibre entre le dépassement et le consentement à la fragilité. La politique de la fragilité ne consiste pas à s'apitoyer sur la souffrance des malheureux. Elle ne vise pas à organiser la société en développant une surcharge émotionnelle envers les opprimés ou les ignorés, mais à penser l'existence avec et à partir de ceux qui éprouvent le plus la fragilité. Il s'agit alors de porter un autre regard sur l'organisation de nos sociétés en favorisant la participation des personnes vulnérables, en renversant les logiques de compétition et de performance. Voilà, je vous laisse avec cette esquisse d'une politique de la fragilité, parce que, et c'est l'idée que j'en retire, si on aborde la société avec la caractéristique qui est universelle, qui est la fragilité, alors on l'aborde autrement. Me semble-t-il. Merci de votre attention. Je vous rappelle, Fred Pochet, entretien avec Francesca Piolo, A-t-on encore le droit d'être fragile? Édition Chronique Sociale. À très bientôt pour une prochaine fois et un prochain livre. Au revoir.